Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir. Grand journal qui sera marqué par 6 sujets. Défense, le chef de l'État, Ibrahim Traoré, échange avec une délégation russe. Il s'agit de la hiérarchie militaire russe, laquelle a eu une séance de travail avec celle militaire burkinabé, parlant toujours d'hiérarchie militaire. Et puis tenu cette semaine de la première édition des journées du chargeur burkinabé JCB, il s'est tenu sur une problématique très actuelle, le transport inter-État face aux défis sécuritaires, avec comme interrogation les stratégies pour renforcer la résilience des chargeurs. Jean-Noël Caboret, le directeur du centre de formation de transformation logistique du CBC, sera notre invité. Et puis sport, championnat national de Ligue 1, 3e journée, il y a eu un face-à-face, Salitas Sonabel. Ce soir même, la rencontre s'est soldée sur un score nul d'un peu partout. Nous parlerons aussi cyclisme avec le Tour du Faso, prévu pour se tenir du 26 octobre au 5 novembre. Nous reviendrons donc sur le point des préparatifs avec Issouf Savadogo, secrétaire général de la Fédération burkinabé de cyclisme. C'est tout pour les titres. Et puis préciser aussi que nous allons parler culture, notamment avec ZS, avec la sortie donc de son dernier single. Et puis on va recevoir aussi le syndicat national autonome des travailleurs de la sécurité sociale du Burkina pour comprendre ce qui se passe au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est le déroulé de ce JDS. La première des rubriques, c'est celle politique. Nous lancions d'ailleurs en titre, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience hier samedi une délégation de la hiérarchie militaire russe. Cette audience fait remarquer le service de communication de la présidence, fait suite aux échanges entamés lors de la participation du Burkina au 2e sommet économique et humanitaire tenu à Saint-Pétersbourg en fin juillet 2023 avec la délégation russe. Il a donc été question de l'opérationnalisation de certains engagements mutuellement pris par les deux États, notamment sur le plan militaire, à l'issue de l'audience du matin. Donc hier matin, la délégation de la hiérarchie militaire russe a eu une séance de travail avec la hiérarchie militaire burkinabé sous la présidence du ministre d'État en charge de la défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly. Et puis l'autre actualité, celle-ci concerne les 3 pays du Liptako Gourma, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont signé toujours hier samedi 16 septembre une charte instituant l'Alliance des États du Sahel, AES. Les articles de cette charte énoncent des engagements forts entre les pays signataires, notamment la défense de leur souveraineté nationale et internationale. Le texte fondamental de l'Alliance prévient en son article 6 que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties. Je vous propose d'ailleurs d'écouter sur cette question le ministre malien des Affaires étrangères. Conscient de la responsabilité de protéger les populations civiles en toutes circonstances, rappelant le droit naturel des États à la légitime défense individuelle ou collective, sont convenus de ce qui suit. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée. Les parties s'engagent à ne pas recourir entre elles à la menace, à l'emploi de la force ou à l'agression, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'une partie. À ne pas faire de blocus des ports, des routes, des côtes
ou des infrastructures stratégiques d'une partie par les forces armées. Ne pas, à partir d'un territoire mis à la disposition par une partie, perpétrer des attaques ou des agressions contre une autre partie ou des États tiers. Ne pas, à partir du territoire d'une partie, permettre à des groupes armés, des forces armées irrégulières ou des mercenaires perpétrer des attaques contre un pays du champ. Après cette partie politique essentiellement axée sur les questions de coopération, nous passons à une autre partie de ce JDS, c'est l'économie. Nous annoncions revenir sur une journée du chargeur burkinabé qui s'est tenue cette semaine même autour d'un thème transport inter-État face aux défis sécuritaires. Quelle stratégie pour renforcer la résilience des chargeurs? Donc 48 heures durant, les participants ont réfléchi sur les préoccupations des acteurs afin de consolider la performance du secteur du transport et renforcer la résilience des acteurs. Et il faut dire que cette première édition s'est achevée le 13 septembre au CBC et le retour nous est fait par Maxime Jean-E de Bambara. C'est une première édition réussie pour les organisateurs. Elle aura permis aux différents acteurs du domaine du transport inter-État de réfléchir sur leurs préoccupations. Après 48 heures de travaux, les journées du chargeur burkinabé referment ainsi ses portes avec d'importantes recommandations issues des réflexions. Pour le directeur général du Conseil burkinabé des chargeurs, cette première édition a tenu toutes ses promesses. La première recommandation, c'était la pérennisation de ces journées-là. Les participants ont souhaité justement que ces journées puissent se dérouler chaque année. Donc, en tout cas, nous leur avons fait la promesse de pouvoir la tenir l'année prochaine, encore en 2024. Ensuite, il y a eu des recommandations en ce qui concerne la formation des acteurs. Et le CBC, en tout cas, a promis d'inscrire dans son plan d'activité de 2024 un certain nombre d'activités qui sera dédié aux chauffeurs, des activités dédiées aux chargeurs, des activités dédiées aux transporteurs. De cette sorte qu'avec des thématiques bien choisies et de telle sorte que chacun puisse en tout cas essayer d'aller vers la professionnalisation de leur métier. La représentante du ministre des Transports a invité les différentes délégations présentes à plaider dans leurs pays respectifs pour la mise en œuvre des actions et mesures de facilitation pour l'approvisionnement des populations en biens et services à des prix raisonnables. Alice Ouedraogo a par ailleurs invité les chargeurs burkinabés au respect des lois, règles et conventions en vigueur. Lorsque nous avons vu l'exposé des conclusions, nous avons noté des recommandations très pertinentes, avec des responsabilités bien définies qui vont certainement permettre au cours des mois à venir, des années à venir, d'améliorer un tant soit peu la situation de transport de nos marchandises au niveau des ports. Cadre de partage d'expériences entre professionnels et experts du domaine du transport inter-État, cette première édition des journées du chargeur burkinabé a réuni des participants venus de divers pays d'Afrique, parmi lesquels la Guinée-Conakry, avec qui un accord de coopération en matière de transit et de transport a été signé en avril dernier. Pour Biro Diallo, directeur général du port autonome de Conakry, les résultats de cette rencontre permettront de relever les défis du secteur. Vous savez que dans le système de transport et portuaire, il y en a souvent. Je ne suis pas du Burkina pour le dire, mais je peux vous dire que ce que j'ai écouté semble être le même chez nous. Il y a des problèmes de tracasserie de route, des problèmes de fret, des coûts de surserie, de transport, tous les ordres. Mais ils ne sont pas les seuls, je peux vous le dire, qu'on a tous les mêmes soucis. Mais voir déjà qu'ils ont une belle approche et ils amènent les bonnes personnes pour essayer de les assister à résoudre ces problèmes, met la chose en confiance. Transport inter-État face aux défis sécuritaires. Quelle stratégie pour renforcer la résilience des chargeurs? C'est le thème qui a guidé les réflexions à cette première édition des journées du chargeur burkinabé. Ces 48 heures auront contribué à la recherche de pistes de solutions pour consolider la performance du secteur du transport et renforcer la résilience des acteurs.
Retour sur ce plateau pour un premier échange, comme il est de coutume dans ce JDS, parce que les actualités sont plurielles, les invités aussi, et le regard. Et nous invitons les premiers concernés justement par les différentes actualités que nous abordons ici. Et c'est bien pour cela que nous avons avec nous M. Jean-Noël Kabouré. Il est le directeur du Centre de formation de transport logistique du CBC, Conseil burkinabé des chargeurs. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. Moi aussi. Voilà. Et je suis rejoint par David Nana, avec qui je partage cette frange économie. Bonsoir David. Bonsoir Geoffroy, bonsoir aux téléspectateurs du Truc TV. Justement, pour les profanes, c'est quoi un chargeur? On dit Conseil burkinabé des chargeurs, il y a souvent beaucoup de confusion qu'on fait. Alors, d'abord je vous remercie de nous donner la parole pour échanger. Je crois que ça fait suite aux journées des chargeurs que nous avions organisées ici à Ouagadougou. Alors, le chargeur, c'est une personne morale ou physique qui dispose de marchandises et qui a la volonté de la faire déplacer d'un point A à un point B. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Un importateur qui a ses marchandises, qu'il veut faire venir au Burkina, ou qui a de la marchandise ici, qu'il veut exporter vers d'autres horizons. Ou alors, une personne physique ou morale qui a de la marchandise dans un point A au Burkina, qui décide de l'amener dans un point B du Burkina, sous contrat avec un autre intervenant pour acheminer la marchandise. Voilà, aussi simple que ça, le chargeur. D'accord, peut-être toutes les questions pour comprendre, Oui, David. Et du coup, moi j'ai envie de savoir, finalement, parce qu'on est vraiment des profanes, comme il l'a dit, c'est quoi la différence entre un chargeur et puis un transporteur routier, par exemple? Ok. Le transporteur est une personne physique ou morale qui organise l'activité de transport. On a parlé du chargeur tout de suite. Dans sa volonté, dans sa quête de faire déplacer sa marchandise du point A au point B, il va, sous certaines conditions, demander au transporteur d'organiser le déplacement de cette marchandise. D'accord. Vous vouliez relancer? Vas-y, allez. D'accord. Je viens dans le clair maintenant de ce qu'on a comme chose. Vous avez organisé vos premières journées. C'est sûr que c'est déjà mieux faire connaître ce Conseil burkinabé des chargeurs, mieux faire connaître vos actions et puis poser une problématique qui est très actuelle. On va revenir dans le détail sur la problématique elle-même. Quand on dit Conseil burkinabé des chargeurs, c'est quoi les missions? Comment est-ce que vous êtes organisé? Présentez-nous cette structure. Alors, le Conseil burkinabé des chargeurs a été créé par décret il était créé en 1978 sous l'appellation COVOC, Conseil voltaïque des chargeurs. Et à la faveur de l'évolution, en 2019, il est parti. Il se coupe du Conseil burkinabé des chargeurs. Alors les missions, selon le décret 2019-095 presse PM, Ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, MINFID MCIA, du 4 avril 2019, portant approbation des statuts du CBC, décline entre autres les missions du CBC, principalement dans le fait de veiller à un approvisionnement régulier du Burkina Faso en produits, marchandises et denrées diverses dans les meilleures conditions de coût, de célérité et de sécurité. D'assister de façon continue les chargeurs et protéger leurs intérêts dans le domaine inhérent au transport par voie maritime, terrestre, fluviale ou aérienne. De contribuer à la compétitivité des produits d'exportation burkinabés sur le marché international et d'entreprendre toute étude et recherche dans le domaine des transports au profit des chargeurs et de l'économie nationale. Donc c'est les missions en gros. J'ai envie de poser cette question de savoir, parce que quand on prend votre définition, c'est celui, est-ce que tout le monde à un instant précis peut être chargeur? Quelqu'un qui est peut-être à l'extérieur, moi par exemple, je décide d'envoyer des marchandises, je suis chargeur, ou il faut avoir des dispositions, parce que si on a le conseil des chargeurs, je veux dire, c'est une profession ou alors tout le monde peut être chargeur? Non, les chargeurs, c'est les opérateurs économiques qui mènent des activités de commerce, d'approvisionnement
ou d'exportation sont des chargeurs, puisqu'ils sont appelés à mener des opérations au niveau du commerce international. Également à l'intérieur, des opérateurs qui se situent dans divers horizons au niveau national peuvent être amenés à solliciter donc un transporteur pour faire déplacer leurs marchandises d'un point A à un point B. Dans ces conditions, ce sont des chargeurs. Donc ils en ont fait leur activité. Ils en ont fait leur activité. D'accord. Justement, vous avez parlé de vos missions, organisations. La relation entre le CBC, ce conseil-là, le chargeur, et le chargeur, il fonctionne comment? Mais il faut dire que le Conseil burkinabé des chargeurs est l'outil des chargeurs. Nous avons un conseil d'administration dont le président du conseil d'administration est un du privé. Et dans les missions dévolues au CBC, c'est d'accompagner, d'assister, de former, d'informer le chargeur dans ses activités transactionnelles. Donc tout ce que nous menons comme activité, c'est dans le sens de pouvoir accompagner les chargeurs. Du coup, nous jouons un rôle de lobbying, nous jouons un rôle d'assistance, d'accompagnement. Et dans l'organisation même du Conseil burkinabé des chargeurs, le Burkina Faso étant un pays de l'Interland, une bonne partie des marchandises qui approvisionnent le Burkina passent par la voie maritime et par conséquent, il y a une rupture de charge au niveau des ports de transit. Et donc, dans l'organisation du Conseil burkinabé des chargeurs, nous sommes installés, le CBC est installé au niveau des différents ports de transit qui desservent le Burkina. On a donc une représentation à Abidjan, on a une représentation à Lomé, on est au Togo, on a une représentation à Cotonou au Bénin, on a une représentation à Tema et à Takoradi pour ce qui concerne le Ghana. Et d'une manière générale, la présence dans ces ports, c'est pour nous rapprocher encore mieux du chargeur, répondre à ses besoins et voir dans quel cadre toujours intervenir pour lever les difficultés auxquelles ils peuvent faire face dans leur opération. D'accord. Allez-y, Damani. Je pense que dans vos missions aussi, il y a des documents que vous délivrez. Quand je préparais cette émission, je voyais ça. Quels sont ces documents-là? Alors, il faut dire que dans les missions du CBC, il y a l'assistance, l'accompagnement. Il y a également l'élaboration des statistiques. Les statistiques pour suivre d'une manière générale les données sur les marchandises qui approvisionnent le Burkina Faso. Dans ces conditions-là, le CBC a, avec l'appui des partenaires, développé une plateforme à partir de laquelle nous levons des documents qui nous permettent d'avoir des informations précises, fiables sur les transactions de marchandises qui se font entre le Burkina et le reste du monde. Alors, au niveau maritime, nous avons ce qu'on appelle le bordereau électronique de suivi des cargaisons, le BSC. C'est un document qui est émis par les mandataires du CBC dans les différents ports à partir desquels nos opérateurs économiques passent pour approvisionner le Burkina Faso. C'est un document qui est en ligne, qui est pris au niveau des ports d'embarquement et qui donne toutes les informations relatives à la marchandise, aux transporteurs, aux chargeurs, aux trajectoires et aux différents ports de transit par lesquels ces marchandises vont passer pour arriver au Burkina Faso. À partir de cet instant, ça permet de faire des statistiques et d'anticiper sur tout ce qui a trait aux marchandises, par exemple, qui rentrent sur le Burkina Faso. Nous avons au niveau donc de la voie terrestre le bordereau de suivi du trafic routier, le BSTR. C'est un document qui suit les camions à partir des ports de transit qui viennent sur le Burkina Faso. Ça permet d'avoir en un temps réel, en un temps T donné, les informations relatives au volume de marchandises, au type de marchandises qui sont embarquées dans les différents ports à destination du Burkina Faso. Il y a également le bordereau de suivi du trafic en transit. Le Burkina est un carrefour. Les marchandises quittent les ports de transit, traversent le Burkina Faso pour d'autres pays. Et dans ce sens-là, il y a un document qui est émis à partir des ports de transit
qui nous renseigne sur les types de marchandises et les volumes qui traversent le pays pour les différents pays, pour certains pays voisins. On a également le bordereau de suivi des véhicules importés. Il y a des véhicules importés à partir de divers horizons ou directement à partir des pays de transit qui viennent soit au Burkina Faso ou qui traversent le Burkina Faso pour d'autres pays limitrophes. Et donc, on a des documents que nous lisions qui nous permettent de suivre ces véhicules-là et d'avoir les statistiques pour informer l'autorité sur tous ces volumes qui passent à partir du Burkina Faso. Au niveau aérien également, on a le bordereau de suivi du trafic aérien, BSTA, qui devrait en principe nous permettre d'avoir tous les volumes et toutes les informations relatives aux cargaisons qui sont livrées à partir de la voie aérienne au Burkina Faso. D'accord. On va revenir à la thématique. J'ai dit qu'elle était très actuelle parce que vous posez le contexte sécuritaire et la résilience qui devait être celle des chargeurs. Maintenant, il faut trouver les moyens d'être résilient. C'est ce que vous posez. Quels sont les problèmes auxquels les chargeurs font face dans ce contexte aujourd'hui? Il faut dire que l'activité du transport des pays à façade maritime vers le Burkina Faso depuis belle lurette a toujours été confrontée à certaines difficultés. Mais avec le contexte sécuritaire actuel, il faut noter que c'est devenu encore plus prononcé. Raison pour laquelle justement on a voulu, à travers ces journées du chargeur que le CBC a organisé avec l'appui des autorités, notamment le ministère des Transports, on a voulu permettre aux différents acteurs de poser les problèmes réels actuels auxquels ils sont confrontés, pour qu'ensemble on puisse échanger et voir quelles solutions proposer pour améliorer et faciliter en fait l'approvisionnement du Burkina Faso. Vous savez qu'actuellement il y a certains axes qui sont en difficulté. Il y a donc des détournements par moment donc de certains trafics pour qu'on puisse approvisionner le Burkina. Tout cela dans des conditions parfois assez difficiles. Et donc les journées, les échanges ont permis aux différents acteurs, la sécurité était là, aux différents acteurs de voir comment faire des propositions concrètes pour que ces marchandises puissent désormais pouvoir arriver à bon escient au Burkina Faso dans des meilleures conditions donc, de sécurité. Oui, mais ma question est demeure. Qu'est-ce qui ressort évidemment de ces problèmes-là? On sait que pour les pays qui ont des façades maritimes, pour ce qui vous concerne, il y a différents niveaux. Hein. Il y a des conditions de passage portuaire, il y a les taux de passage portuaire, il y a d'abord la question des prix qui sont pratiqués par les armateurs. Ça, c'est encore là-bas. Il y a la question de l'acheminement. Quand on arrive même à nos corridors, il y a aussi certaines réalités aussi sécuritaires pour qu'on arrive même on va dire, au transport même pays. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments dans la chaîne. Et il y a certains pays avec lesquels peut-être le chargeur burkinabé est beaucoup plus à l'aise parce qu'il y a des conventions. Il y en a d'autres pour lesquels c'est un peu plus compliqué. Ailleurs, je pense à Pedro, on parle d'espace, comment dire ça, de parking qui peuvent être gérés. Donc c'est des facilitations. Est-ce que ces problèmes ont vraiment été posés pendant ces 48 heures? Quelles sont les promesses qui vous ont été faites? Et puis quels sont de façon concrète par exemple des éléments de réponse que vous sentez pertinents? Merci. Ce que je dis, en fait, les participants ont vraiment posé les difficultés parce que, parlant de participants, nous avions accueilli près de 300 participants. Il y avait les différentes administrations. On a également les conseils de chargeurs, par exemple, du Mali, qui sont nos homologues, qui ont également parfois des problèmes similaires aux nôtres. Il y a également le port de Guinée, par exemple, qui est venu. En termes de propositions, à la faveur de la signature à la faveur de la tenue, en fait, de la commission mixte entre le Burkina Faso et la République de Guinée, il y a eu plusieurs accords qui ont été signés. Et il y a un accord qui porte sur le transport et le transit, et également le Conseil burkinabé des chargeurs avec l'appui donc du ministère donc, des Transports et du Sud des Affaires étrangères, obtenu la signature d'un accord de siège. L'idée étant de permettre de s'installer éventuellement en Guinée et de permettre l'utilisation du corridor guinéen par nos opérateurs. Okay. À partir du moment où, jusqu'à présent, nos
nos ports de transit sont les 4 que nous connaissons, c'est la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Ghana. Pourquoi ne pas également essayer de voir les conditions dans lesquelles nos opérateurs économiques peuvent essayer de prospecter sur la Guinée. Et là, ça a permis au port de Conakry qui était là de faire des échanges avec certains opérateurs, de faire des propositions, de les inviter éventuellement à venir au niveau de Conakry pour voir quelle opportunité, quelle proposition concrètement ce port pourrait les faire pour les attirer éventuellement et puis les permettre d'utiliser le port et en tirer profit. Sinon, comme vous le dites si bien, il y a des accords avec certains pays. Mais le CBC est également en train de voir actuellement les possibilités d'utilisation à terme du port de Dakar. Mais pour ce qui concerne Conakry, c'est déjà sur bonne voie puisque l'accord de siège est déjà signé. Mais il faut noter que par rapport aux difficultés d'une manière générale que nos opérateurs économiques rencontrent dans les différents ports au niveau donc de la rupture de charge, comme l'a dit si bien, nos autorités, chaque fois que de besoins qui sont saisis pour des problèmes particuliers, essaient par échange de poser le problème à un plus haut niveau et puis de proposer des solutions. Donc, est-ce que le chargeur burkinabé, parce que quand vous partez dans les pays que les façades maritimes, les chargeurs ils viennent de plusieurs pays, hein, chacun est organisé. Et est-ce que le chargeur burkinabé est bien nanti? Parce qu'on a l'impression que de ce qui revient, bon, pour certains pays, on semble qu'ils sont plus organisés, on sent qu'ils sont plus unis. Est-ce que c'est pareil pour nous? Parce qu'il y a quelquefois des éléments qui reviennent. Non, ils sont organisés, mais c'est lors, par exemple, des journées économiques, les journées du chargeur. Le point est revenu, par exemple, il y a une présentation qui a été faite sur les stratégies à mettre en place pour réduire les pénalités, les volumes de ressources payées perdus par nos opérateurs pour manque d'anticipation ou d'approche avant leur transaction. Parce qu'il y a sur certains ports, il y a des pénalités qui sont payées. Les marchandises arrivent pendant, par exemple, que l'opérateur n'est pas totalement prêt pour le réacheminement, ce qui cause des charges assez importantes qu'il est obligé de payer. L'idée, c'est de voir comment, toujours en amont, les accompagner, les assister, pour qu'ils puissent négocier les contrats quand ils sont vraiment fin prêts pour entamer, pour mettre en œuvre leurs transactions. En fait, il y a eu quand même pas mal d'échanges avec les différents acteurs. Et bon, le CBC s'engage à poursuivre éventuellement l'organisation de ces cadres de rencontres qui permettent toujours à terme d'avoir des propositions de solutions pour les difficultés auxquelles nos opérateurs économiques font face. D'accord. Il y a des ports avec lesquels on travaille déjà, il y a les perspectives avec la Guinée. Je veux dire, à l'état actuel, le dynamisme en termes de flux, c'est avec quel port on travaille le plus? Actuellement, le port en tête, c'est le port de Lomé. D'accord. Le port de Lomé. Ce qui m'amène à poser ma question suivante. C'est vrai, hein, vous expliquez, on comprend un peu pourquoi la Guinée était présente, mais ma question demeure parce qu'il y a aussi le Mali, et ce sont ces deux pays-là véritablement qui ont pris part à nos journées. Pourquoi le choix sur ces deux pays? En fait, comme je le disais tantôt, l'idée c'est de voir dans quelle mesure nos opérateurs pourraient éventuellement utiliser, dans la mesure où les propositions au niveau des ports de Guinée les intéresseraient, utiliser donc le port de Guinée. Mais utiliser le port de Guinée, en termes de réacheminement de la marchandise, il y a un tronçon éventuellement qui devrait passer par la partie malienne. L'idée était de voir justement en amont, on n'en est pas là, mais en amont, permettre qu'ils échangent et voir comment, de part et d'autre, les choses pourraient être organisées pour faciliter l'utilisation donc du corridor. Et en termes de coûts, je veux dire, d'avantages comparatifs, ça va nous arranger? Est-ce qu'en termes de coûts, ça ne va pas nous revenir plus cher aussi? Raison pour laquelle les échanges devraient permettre de négocier des conditions de passage plus souples, des conditions de passage
plus léger parce qu'il est évident que en termes de distance, nos opérateurs auront une distance plus longue à parcourir entre Conakry et éventuellement par exemple Ouagadougou, même si c'est réduit par rapport à Bobo-Dioulasso. Mais en tenant compte des propositions qui pourraient leur être faites par la partie guinéenne, à partir du port de Guinée, ils pourront certainement faire la poire des choses et voir éventuellement si c'est pas plus intéressant pour eux d'utiliser le port de Conakry. Mais tout est question de négociation. Tout est question de négociation. Il est clair qu'en fonction du type de marchandises, en fonction du type du volume que les opérateurs auront, ils pourraient éventuellement voir directement et négocier, et le CBC pourrait éventuellement les accompagner avec le port de Guinée. C'est vrai qu'il y a la question des tests qui nous lient, il y a la question des conventions, il y a les questions douanières, des éléments auxquels on n'échappe pas. Mais on a dit le contexte sécuritaire. Ça, on sait que c'est beaucoup plus global. Ça, c'est clair en termes de réponse. Mais il y avait le ministère des Transports qui était bien représenté. C'était une dame, je ne sais plus. Mais vous avez posé la question des tracasseries. Ça, c'est un vieux problème. C'est vrai que c'est un problème auquel les transporteurs avec les opérateurs font face sur les différents corridors. Les échanges ont tous été en cours. C'est par partie. Les tracasseries qu'on rencontre sur les différents corridors, les perceptions dites illicites. Bon, on a l'Observatoire des pratiques anormales. L'Observatoire des pratiques anormales qui, de façon continue, essaie de voir sur les différents corridors et faire le point pour qu'on puisse remonter l'information. Mais il est clair que, même à la rencontre, effectivement, les 12 et 13, certains acteurs qui étaient là ont soulevé le problème de tracasserie qui continue sur les différents corridors. Moi, j'ai travaillé sur des éléments avec Bordelais. Il y a tellement de financement là-dessus, sur les questions de tracasserie. Il y a tellement mais pas seulement que des fonds, de personnes engagées. Mais on a l'impression que c'est un vieux phénomène qui a la peau dure. Et on se dit que quelquefois, avec les changements de régime, quand on fait beaucoup la promotion de la probité, ça devrait changer. Est-ce qu'il y a une perception comment dire ça, sur ce chapitre-là, au moins de la résorption de ce phénomène? Certainement que à terme, on pourra tendre vers l'éradication sur une longue période, mais les actions sont en cours entre toujours les différents pays pour que de part et d'autre des mesures puissent être prises pour limiter au maximum possible les perceptions illicites. Et comme vous le dites si bien, le contexte sécuritaire est tel que on ne peut pas occulter la nécessité de contrôle continu. Pas de contrôle fortement physique, mais en termes de sécurité, les points de sécurité sur les différents axes. Sur les différents axes qui parfois soulèvent les chauffeurs sont des postes qui retardent en fait la célérité pour leurs marchandises et parfois sont des points d'extorsion. Mais c'est des questions sécuritaires par moment qui obligent éventuellement ces postes-là. Mais je me dis que c'est certain qu'avec les actions qui sont menées de part et d'autre, on devrait arriver à bout à terme pour résoudre ce problème de tracasserie. Et quelles sont les grandes perspectives justement après tout ça, après ces JCB-là? Alors, après ces JCB, plusieurs recommandations ont été faites et on attend de faire une proposition de mise en œuvre. Les participants ont fait des propositions qui reviennent d'une part au CBC, d'autre part qui doivent être montées au niveau du ministère pour que les instructions puissent être données pour la mise en œuvre. Mais pour tout ce qui concerne les points liés à l'information, les points liés à la sensibilisation, les points liés à la formation, des actions seront incessamment prises en compte au niveau du CBC. Et certainement que dans le développement des périodes à venir, beaucoup de choses seront faites. Je sais que au niveau de la direction générale, il y a l'intention d'organiser courant décembre un symposium sur les transports. Du reste, c'est un symposium qui était organisé
auparavant par le Conseil burkinabé des chargeurs avec l'appui donc du ministère des Transports, mais qui a connu à un moment donné une suspension. Mais vu l'engouement, vu la nécessité, vu les sollicitations pour que ces cadres d'échange se renouvellent, l'intention est de pouvoir, courant décembre, organiser encore cette rencontre et puis permettre aux différents acteurs de poser les problèmes auxquels ils font face dans ce contexte-là, pour que les autorités qui seront là puissent éventuellement en prendre compte et puis prendre des mesures qui s'imposent. Une dernière question, David. Peut-être une question de curiosité aussi. Il était annoncé aussi des projets d'entrepôt et de parking, je crois que c'est à San Pedro. Il y avait aussi à Abidjan. Je crois qu'il y avait le Ghana aussi qui était concerné. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Alors, en termes d'infrastructure, il faut d'abord noter que le CBC est sur son plan stratégique 2022-2026. Et dans ce cadre-là, plusieurs actions sont inscrites. Donc, c'est le déroulement qui est en train de se faire sur la base donc, des programmes annuels. Mais pour ce qui concerne le Ghana, il y avait le projet de construction de la représentation. Là, c'est réalisé et le ministre en charge des Transports il y a eu l'inauguration qui s'est faite en début d'année. Il y a au niveau de San Pedro, le Burkina Faso, le CBC a en tout cas eu pour le compte du Burkina Faso un espace d'1 hectare dans la zone portuaire et s'est attelé depuis 2018-19 à la réalisation de ces entrepôts-là. Je crois que ces entrepôts sont actuellement pratiquement terminés et certainement que dans les quelques jours ou semaines à venir ou à la limite au mois à venir, des informations seront données pour l'ouverture donc, de ces entrepôts pour l'utilisation donc, par nos opérateurs. Abidjan également, c'est un projet qui est en cours et comme je l'ai dit, comme ça s'inscrit dans le cadre donc, d'un plan stratégique, ça va certainement être déroulé et c'est sûr que l'intention est vraiment de pouvoir réaliser ça au profit de nos opérateurs qui ont des difficultés quand ils utilisent par exemple les ports pour le stationnement, le parking. C'est vraiment une nécessité et c'est certain que le CBC devrait pouvoir être accompagné pour la réalisation donc, de ces infrastructures au profit de nos chargeurs. En tout cas, merci à vous, Jean-Noël Kaboré, d'être passé. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre de formation de transport logistique du CBC, Conseil burkinabé des chargeurs. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci de nous donner la parole sur votre antenne pour nous exprimer. Le centre de formation dont j'aurai en charge, en fait, est un projet qui ressort justement de la réalisation du plan stratégique de développement 2022-2026 où dans le cadre de l'information, de la formation, la sensibilisation, il a été préconisé de mettre en place un cadre de formation d'excellence au profit de nos opérateurs. C'est dans ce cadre-là que le projet est en train d'être déroulé. Les actions sont en cours et peut-être que très prochainement, on viendra vous solliciter pour donner des informations par rapport à ce centre. Ça sera un plaisir pour nous. Merci. Vous allez rester aussi avec nous, David, parce qu'on va quitter la question économie pour emboîter une autre frange, c'est la partie société et c'est maintenant. Autre sujet, et c'est le syndicat national autonome des travailleurs de la sécurité sociale du Burkina qui est remonté contre un test de recrutement de 2 agents au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale. En tout cas, le syndicat l'a fait savoir lors d'un point de presse, c'était jeudi dernier. Le syndicat est revenu sur le climat social qu'il qualifie de délétère lié à la gouvernance de la CNSS. C'est dans ce reportage. Le SINA-TSB, syndicat national autonome des travailleurs de la sécurité sociale du Burkina, dénonce une tentative de passage en force en violation des textes internes de l'institution par la direction générale. C'est pour le recrutement de 2 agents à former à l'emploi d'assistants en sécurité sociale au Centre régional africain du travail au Cameroun. Cette décision décriée est marquée par des critères d'exclusion de la candidature d'une grande partie des agents selon cette organisation syndicale. Selon cette décision, seuls les contrôleurs de sécurité sociale, les contrôleurs du recouvrement,
et les techniciens de niveau 3 ayant une ancienneté de 5 ans qui sont à 5 ans ou plus de la retraite et titulaires d'un bac G+2 peuvent prendre part à ces tests. Ce qui constitue une violation flagrante des dispositions de l'article 6 des statuts du personnel de la CNSS du Burkina Faso de 2015. En ce sens que l'alinéa 2 de cet article dispose que les candidats au recrutement par voie de tests internes doivent être à 5 ans ou plus de la retraite et justifier d'au moins 3 ans d'ancienneté dans leur emploi. Pour ces derniers, un test interne similaire de recrutement de 4 agents à former à l'Institut de formation au métier de la sécurité sociale d'Abidjan au même emploi d'assistance sociale avait été ouvert à tout le personnel. Précédemment, à cette tentative de passage dite de force, une assemblée générale a été organisée dont ces acteurs ont marqué leur désaccord. Ils invitent le gouvernement à se pencher sur ce problème. Unanimement, tous ceux qui ont pris part à l'Assemblée générale ont demandé l'annulation de ce test. Tout ce que le personnel demande, c'est une inclusion, c'est une gouvernance inclusive qui prend en compte l'ensemble du personnel. Et nous avons, de retour de l'Assemblée générale, rédigé une correspondance en inscrivant cette recommandation forte de l'Assemblée générale qui a été portée à la connaissance du directeur général. Si, malgré cette approche, si, en dépit du fait que le personnel conteste, les délégués syndicaux ont contesté, les délégués du personnel ont contesté, la direction générale tient coûte que coûte à organiser ce test, nous considérons cela comme étant un passage en force. Et un mépris de l'aspiration du personnel de la CNSS, un mépris de la dénonciation des délégués du personnel et des délégués syndicaux. Le secrétaire général du SINA-TSB indique que depuis cette question de recrutement jugée frauduleuse de 2018, le personnel de la CNSS a subi un préjudice. Il y a ces contentieux judiciaires qui ne permettent pas à cette structure de recruter des agents. Entre cette date et 2023, plus de 200 agents sont admis à la retraite et d'autres décédés. La charge de travail est donc devenue infernale, déplorent les travailleurs. Retour sur ce plateau, on a eu donc le point de presse du jeudi dernier. On s'est dit il faut essayer de creuser et c'est pour cela qu'on a encore le syndicat sur ce plateau, syndicat national autonome des travailleurs de la sécurité sociale du Burkina Faso, qui était en point de presse. Et nous recevons d'ailleurs Oumarou Ouedraogo, qui en est son secrétaire général. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous écoutait tout à l'heure lors du point de presse. On a l'impression de se regarder en chaîne faïence au sein de la CNSS, entre vous syndicats et notamment la direction. Quand on parle de la CNSS, en tout cas de mémoire de Burkinabé, quand on dit recrutement, on dirait qu'il y a problème chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, merci de nous avoir donné la parole ce soir pour donner des précisions par rapport à notre sortie du 14 septembre 2023. Une sortie qui a consisté à dénoncer un processus de recrutement qui n'a pas suivi les règles. Alors, vous parlez des problèmes au niveau de la CNSS. C'est vrai que depuis 2018, nous avons connu des problèmes qui, d'ailleurs, je peux dire qu'on n'a pas encore évacués, parce que ce sont des problèmes de recrutement qui nous ont conduits au niveau de la justice. Et jusqu'à présent, ces problèmes ne sont pas totalement tranchés. Et il y a une décision même de 2022 qui est en souffrance pour ce qui concerne son application. Il s'agit exactement de la décision numéro 89 du 7 avril 2022. Alors, pour ce qui concerne la dénonciation du recrutement de cette fois-ci, il s'agit de critères édictés par une décision en date du 25 juillet, lançant un test de recrutement de 2 agents, c'est un test interne, à former au niveau du Centre régional africain d'administration et du travail du Cameroun, CRADAT. Et les critères qui ont été édictés par la décision 1104 du 25 juillet excluent une grande partie des travailleurs
de la CNSS. D'accord. Et au-delà du fait que ça exclut une grande partie des travailleurs de la CNSS, ces critères ne sont pas conformes à l'article 6 du statut du personnel. Un des points qui n'est pas en conformité avec cet article, c'est par exemple les conditions d'ancienneté. Cette décision dit que pour pouvoir prendre part à ce test, il faut avoir déjà travaillé pendant 5 ans. Alors que dans notre statut du personnel, l'article 6 dit que il faut avoir travaillé au moins 3 ans. Ce qui veut dire, le fait de placer cette condition à 5 ans exclut déjà ceux qui ont 3 ans d'ancienneté, 3 ans et plus, je vais dire 3 ans, 4 ans, ou bien 3 ans quelques mois jusqu'à 5 ans. Il faut avoir forcément les 5 ans. Donc déjà, en termes de comment je vais dire, de texte, ça a violé l'article 6 du statut du personnel. Et le gros problème, c'est qu'en 2021, il y a eu un test similaire, dont j'ai la décision ici, qui demandait, conformément à l'article 6 du statut du personnel, qu'il fallait avoir effectivement les 3 ans, être de niveau Bac plus 2 et être à 5 ans ou plus de la retraite. Ce qui veut dire que la décision de 2021 a au moins respecté le statut du personnel. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on regarde par exemple la liste des candidats, en 2021, comme la décision a respecté les textes, on s'est retrouvé avec 109 candidats qui ont pris part à ce test. Et cette fois-ci, avec l'exclusion, on se retrouve avec 21 candidats, dont 20 ont leur candidature qui a été acceptée. Ça veut dire quoi? Celui qui a été exclu, la candidature de celui dont on n'a pas accepté, pouvait être acceptée si on avait mis les conditions, les critères à 3 ans. Donc voilà le problème qui se pose cette fois-ci. Donc vous dites que ce n'est pas une question de fraude, c'est une question de procédure. Je précise que ce n'est pas une question de fraude, parce que quand on sortait, au moment où on sortait, et les épreuves n'avaient même pas encore été administrées. Okay. J'ai peut-être une question aussi à poser. Bon, c'est des questions, on veut tous comprendre. Hein. C'est ça. Quand vous dites au moins 3 ans, je ne sais pas si on comprend bien. Je veux dire, celui qui établit les TDR pour le recrutement, on dit au moins 3 ans. J'aurais peut-être compris si c'était moins de 3 ans, il y avait problème. Mais si on dit au moins 3 ans et que celui qui a établi les TDR dit 5 ans, est-ce que véritablement, ce n'est pas plutôt un plaidoyer que vous devez faire au lieu de vous appuyer sur des tests? Je ne sais pas si je comprends bien. Non, quand on dit au moins 3 ans, ça dit qu'on doit considérer les 3 ans. Oui, sinon, celui qui recrute peut se décider qu'au regard de ce que je veux 5 ans. Non, c'est pas cette interprétation qu'il faut donner au niveau de ce point du statut. En tout cas, c'est ce que moi j'ai lu, parce que l'article dit... C'est peut-être votre compréhension du statut. C'est ce que je dis, c'est pourquoi il faut nous éclairer. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Lorsqu'on dit qu'il faut avoir au moins 3 ans, ça veut dire que lorsqu'on a déjà les 3 ans, on remplit les conditions pour prendre part à ce test. C'est ce que ça veut dire. Mais lorsque intentionnellement, on décide d'amener la condition à 5 ans, nous on estime que ça pose problème. Ça pose problème. D'ailleurs, quand on a cherché l'explication qui nous a été donnée est que ce sont des critères édictés par l'école. Chose que nous avons cherché à avoir. Je dis, bon, si c'est l'école qui a donné ces critères, qui a précisé ces critères, il faut nous donner ces critères, nous allons porter à la connaissance des travailleurs pour qu'ils sachent qu'en réalité, le problème ne vient pas de vous. Le problème ne vient pas de vous, mais il s'agit des conditions même de l'école qui ont été respectées. Ils n'ont pas été à mesure de nous donner ces critères. Donc, nous, on trouve qu'il y a un problème. Mais vous avez tenté de contacter l'établissement, l'école, c'est le CRADAT. CRADAT, oui. On nous a demandé qu'on peut aller sur le site de CRADAT. Vous êtes allé? Le site ne donne pas. Mais vous avez quand même organisé votre point de presse. Oui. Mais qui élabore les TDR? Je veux dire, au niveau de... C'est la DRH, qui élabore les TDR sur la base de quoi? C'est sur quelle base? Est-ce que on vous associe aussi, ou bien il y a des critères sur lesquels ils s'appliquent? Non, on ne nous associe pas. On n'a jamais été associé à l'élaboration de ces TDR. Donc la DRH est autonome pour élaborer les TDR? Bon, autonome, la DRH... C'est comme... elle fait partie de la direction générale. D'accord. En matière de recrutement, c'est la direction générale qui organise les recrutements.
Bon, nos associés, je ne sais pas dans quel cadre ils vont. Nous, tout ce que nous on demande, c'est que la DRH respecte les textes. C'est là où se pose le problème. Et quand vous posez le problème vis-à-vis auprès de la DRH, qu'est-ce que cette DRH-là vous répond? Est-ce qu'elle est dans la posture qu'elle a respecté les tests ou elle reconnaît avec vous qu'elle n'a pas respecté les tests? C'est l'explication que je viens de donner. C'est d'ailleurs la DRH qui nous a dit que ce sont des critères de l'école. Et quand on a demandé qu'on nous donne ces critères, on nous dit de nous référer au site de l'école. Un site qui ne donne pas. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, vous dites que vous êtes prêt même à aller rester en justice par rapport à cela. Vous avez fait votre point de presse le jeudi. Je pense que la direction, elle est au courant. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps jusqu'à aujourd'hui? Je vous informe qu'ils ont administré les épreuves hier samedi. D'accord. Pour dire que le test a eu lieu. Bon, le test a eu lieu. Vous allez rester en justice, c'est ça? Nous sommes là-dessus. Vous n'êtes pas encore décidé? Non, on s'est décidé, on est là-dessus. On est en train de travailler avec un avocat. Mais vous dites, mais ceux même qui ont appliqué ces tests-là, qui ont pris cette décision, c'est des gens qui sont quand même férus de droit. Mais c'est ce qui nous étonne. Et comme jusqu'à ce soir, on n'a pas pu trancher, nous pensons que si on saisit les juridictions compétentes, ils vont trancher. Mais justement, allez-y, terminez. Oui, si elles tranchent, en ce moment, nous allons savoir quelle est la partie qui a raison ou pas. En tout cas, nous sommes en train de travailler pour saisir les juridictions. D'accord. Mais pour ce qui est de vos collègues qui sont intéressés, ils sont allés composer. Ils sont allés composer. Vous le vivez comment? Ils se désolidarisent de votre lutte, ils ne se sont pas concernés, ou bien ils se disent que bon, vous cherchez des pouces sur un crâne rasé? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos collègues? J'avoue que nous n'avons pas vécu ça comme ça. Parce qu'en matière de recrutement, il faut être prudent. Si par exemple les gens ne partaient pas composer, qu'est-ce qui nous dit que des gens n'allaient pas aussi être préparés juste pour aller prendre part et puis avoir le test? Donc il fallait être prudent. Même s'il y a des procédures qui seront engagées, je pense que quelque part aussi c'était bon que les gens aillent composer. Vous dites que le test a été lancé en juillet, c'est ça? C'est en juillet et c'est maintenant que vous vous plaignez. Vous connaissiez les conditions depuis juillet. Pourquoi ce silence est maintenant? C'est pas maintenant qu'on s'est plaint, c'est parce que les négociations à l'interne n'ont pas abouti. Je vous informe que quand le test a été lancé le 25 juillet 2023, dès le lendemain, nous sommes rentrés en contact avec la direction générale parce qu'on a été nous-mêmes saisis par les travailleurs pour dire que les conditions de ce test-là ne les favorisent pas. Donc nous sommes allés donner l'information. D'abord, il fallait comprendre pourquoi cette fois-ci, on lance le test et on met des conditions qui sont différentes des conditions qui se trouvent au niveau de notre statut du personnel. Moi, j'ai une question à votre endroit. Monsieur Marouda. Terminez. Alors, après cette rencontre, au moment même de la rencontre, la direction générale nous a fait savoir qu'on avait la possibilité, si nous ne voulons pas le test, de lui écrire. Je les écris ici. On n'a qu'à écrire pour dire qu'on ne veut pas le test. Et nous lui avons dit, en tant que délégué de personnel et syndicaliste, c'était bon qu'on organise d'abord une assemblée générale pour recueillir les avis des différents travailleurs. Et c'est ce qu'on a fait. Le 3 août 2023, nous sommes allés en assemblée générale et unanimement, les travailleurs ont rejeté le test. Et nous avons écrit une correspondance qu'on a envoyée. La correspondance date du 8 août 2023 et on l'a envoyée au niveau du secrétariat particulier de la direction générale le 9 août pour l'informer. L'objet même, c'est l'annulation du dit test. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a eu des démarches à l'interne. Il y a eu même une centrale syndicale aussi, comme nous, qui a protesté, qui a écrit pour protester les conditions du dit test. D'accord, mais vous dites l'ensemble des travailleurs, mais il y a des travailleurs qui sont allés composer. Ceux qui sont venus à l'Assemblée générale. Ah, d'accord, donc c'est bien dit comme ça. Voilà. Et justement, ma question qui venait, est-ce que ce n'était pas plus simple d'envoyer un mail au CRADAT pour comprendre, pour avoir la clé lecture? Parce que là, actuellement, vous menez un combat sans savoir même si c'est le CRADAT vraiment qui a édicté ces éléments-là, ces points. Je vous comprends. Mais en réalité, de vous à moi, est-ce que vous pensez que une DRH d'une institution comme la CNSS, qui a échangé à une école
dans laquelle on veut envoyer des gens en formation n'est pas à mesure de disposer d'un tel type de document. C'est là même d'abord qu'il faut poser la question. Nous, on s'est dit qu'au moment des échanges entre la DRH et l'école, il y a eu quand même des écrits où l'école a émis ces conditions. Vous avez conscience que si le CRADA dit que ce sont ces conditions, tout ce que vous avez fait, c'est nul. Mais quand déjà on part on part sur le site et qu'on n'arrive même pas, ça ne donne rien. On a quel type de possibilités? C'est une école qui a un mailing, c'est une école qui est connue, qui a une adresse mail, qui a un numéro de téléphone. Vous êtes allé seulement sur le site, c'est tout ce que vous avez tenté? C'est eux qui nous ont dit d'aller sur le site. Pour nous, on trouvait l'information sur le site. Donc, effectivement, peut-être que ce que M. Va aussi dit trouve aussi son sens, parce que quand on est dans une posture de protester, je pense qu'on doit se donner tous les arguments. Et l'une des pistes, c'était effectivement de voies et moyens. À vous aussi, c'est vrai que peut-être que vous pourrez trouver c'est une faiblesse au niveau de la DRH, mais vous aussi, vous auriez pu le faire pour en savoir davantage. De toutes les manières, en tant que travailleur, peut-être que la DRH ne vous donne pas toutes les informations, et si vous êtes intéressé par le test, vous pouvez aussi aller vers cette info-là. Ok. Ça, c'est... Vous parlez d'une autre piste. C'est une information que vous nous donnez. Donc, vous dites que vous êtes avec un avocat qui est en train de travailler là-dessus. Oui. D'accord. Donc, ça pourrait déboucher donc sur une plainte, vous dites. Oui, bien sûr. Et vous êtes en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler. D'accord. On l'aura compris. On va suivre vraiment. Et justement, parce moi, je ne sais pas si vous allez avoir d'autres questions. Je pense que rien que outre le ministre de la fonction publique se réunissait encore sur le cas de la CNSS, parce qu'il y a une affaire en cours depuis, c'est quoi, 2018. Là, ce n'est plus une question de procédure, c'est autre chose qui est mis en question. En son temps, c'était peut-être la CGT même qui posait le problème des recrutements. Aujourd'hui, on a un autre problème de recrutement. Ça, c'est pas, vous dites, c'est clair, ce n'est pas une question de fraude, c'est une question de procédure. Tu sais quoi, les syndicats là-bas ont souvent mal à partir avec les directions qui viennent, même s'il y a des changements à la tête, ou bien le dialogue là-bas, il est pas simple. C'est la faute à qui? Bon, c'est la faute à qui? Bon, avec tout ce que je vous ai dit, je pense que si le dialogue interne avait porté fruit, on n'aurait pas besoin de sortir pour dénoncer quoi que ce soit. Puisque toutes les tentatives à l'interne n'ont pas marché. Et nous ne comprenons pas pourquoi, en tant que partenaires sociaux, on pose un problème et que malgré tout ça, on cherche à forcer pour faire ce qui n'arrange pas une grande partie des travailleurs. Alors, ceux qui étaient là en 2018, ce ne sont plus les mêmes qui sont là. Je voudrais savoir, c'est une question que je pose. Oui, alors, est-ce que aussi on ne peut pas dire aussi, je ne sais pas, c'est une question, est-ce que vous aussi vous n'êtes pas dans une posture, parce que si les directions ont changé, les personnes ont changé, et qu'il y a tous ces mêmes problèmes qui ressortent, est-ce que quelque part aussi vous n'en faites pas trop? Non, je pense que la direction, quand vous parlez de direction, c'est qui? On vous écoute. Ne pensez pas seulement au directeur général, mais le staff est là, le staff n'a pas changé. Donc le changement est un problème aujourd'hui. Peut-être que c'est le directeur qu'on a changé, mais est-ce que son staff a changé? Donc c'est un staff qui a la capacité de manipuler cette direction-là. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que quand on est dans une institution où il y a des textes, et que quand on pose un problème, on vous parle de pratique, est-ce que vous pensez qu'on peut aller sur la base des pratiques et puis laisser les textes? Je pense que non. Il faut plutôt se rapprocher des textes. En tout cas, on l'aura compris. Et je vous dis aussi, pour ajouter, que quand même la décision qui est en souffrance là, nous-mêmes on n'arrive pas à comprendre. Depuis 2022, il y a une décision qui est là qu'on n'arrive pas à appliquer. Nous sommes quand même dans un pays de droit. Normalement, les décisions de justice doivent être appliquées. Et tout le procès que vous ne comprenez pas, tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, ce sont les conséquences du recrutement de 2018. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à organiser des tests depuis que le problème s'est posé. Et même le test dont j'ai parlé, le test de 2021, les résultats ont été bloqués par l'ex-ministre. Et pourquoi ça a été bloqué? Ça a été bloqué tout simplement parce que au niveau de la candidature là, il y a des gens qui sont concernés par le contentieux judiciaire qui ont pris part au test. Et le ministre qui a eu connaissance de ça s'est dit que si on sortait les résultats et que certains d'entre eux venaient à être admis, ça allait encore créer un contentieux dans un contentieux. Ce qui l'a amené à suspendre les résultats de ce test. Jusqu'à présent, on n'a pas les résultats de ce test. C'est pour vous dire que depuis 5 ans, on n'arrive pas à faire un recrutement interne, on n'arrive pas à faire un recrutement externe à cause de ce problème. Et actuellement, beaucoup de travailleurs sont admis à la retraite.
Et l'effectif actuel même de la CNSS a du mal à gérer le travail quotidien de la CNSS. Et c'est un gros préjudice pour les travailleurs. Donc vous comprenez un peu ce qui crée le problème. Tant qu'on ne va pas vider ce problème de 2018 là, je pense qu'on risque de tomber toujours dans ces problèmes. D'accord, on l'aura compris. En tout cas, merci d'être passé, Oumarou Ouedraogo, pour nous éclairer sur le problème au niveau de cette caisse-là. Vous êtes le secrétaire général du syndicat national, bon, je vais retrouver mes papiers, parce que c'est syndicat national autonome des travailleurs de la sécurité sociale du Burkina Faso. On espère qu'un juste milieu sera trouvé et que justement vous alliez, avec le cadre, trouver clairement qui dit quoi. Et je pense que c'est la clé qui pourra résoudre beaucoup de choses ici. Je voudrais vous dire merci au nom du SNATSB et aussi au nom de tous les travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je vous dis merci. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci. Merci aussi à vous, David Nana. Mais on va toujours poursuivre aussi ce JDS, journal dimanche au soir. Et on va avec un autre reportage qui nous conduit à Bobo-Dioulasso. Le tricycle, qui est le moyen de transport le plus répandu et le plus économique. Cependant, depuis un certain temps, une polémique sur l'augmentation du prix de la course divise les acteurs. Le constat est fait par nos équipes sur place à Bobo-Dioulasso. Et vous verrez, pour ce qui est de ces conducteurs ou propriétaires de tricycles, l'on ne s'entend pas forcément et les raisons sont données. Le reportage est signé Serge Bado. 150 francs, c'est le prix de la course à bord d'un tricycle communément appelé taxi-moto dans la ville de Sia. Mais la monnaie pose toujours un problème avec les clients selon Amadou Konaté, conducteur de tricycle, qui estime que le prix doit passer à 200 francs. Affaire des tricycles là, parce que souvent il y a d'autres affaires de monnaie, 50 francs. Ça manque, donc tu peux donner quelqu'un, peut te donner 150, donc tu vois 150 là. D'autres même peuvent dire 200 francs. Tu dis qu'il n'y a pas 50, il dit non. Que 50 là, ça ne veut pas partir comme ça. Donc, c'est ça à cause de ça, on a dit on va augmenter le prix de 200 francs. Puisqu'on ne se dérange pas. Là, c'est ça seulement. Parce qu'il y a affaire de 50 là, c'est ça. D'autres, eux, ne veulent pas passer pour laisser 50 francs. Bon, nous, on ne peut pas laisser pour eux. Voyez, c'est ça, mais la vie, non. Donc, on ne sait même pas comment on va parler. C'est eux qui doivent voir maintenant comment on doit faire de celui-là. Pour Amadou Koulibaly, augmenter le prix de la course à 200 francs est chose impossible au regard de la situation du pays. Après la crise, le prix pourra aller à 200 francs. Donc on veut ça, mais malheureusement, nous on a réfléchi ça. À l'air là, c'est chaud. Donc si on dit qu'on va faire 200 là, ça va jouer nos clients quoi. Donc vraiment 150 là, je voulais qu'on laisse à 150 d'abord. On va nous payer, ça va venir de la paix d'abord. On monte 250. Mais à l'air là, tout le monde cherche quelque chose pour manger parce que le prix c'est chaud. Si nous avons montré nous transformons maintenant 200. Taxi même, bus même c'est 150. Donc nous même c'est 150. Si nous on a dit on va faire 250, 200 francs maintenant là, ça va venir chaud. Ça ne peut pas gérer. Et c'est ça que moi j'ai dit mon ami et mon tout conducteur de mototaxi là. On laisse ça maintenant. Si Ibrahim l'a réglé tout problème là, donc on va poser maintenant. Si ça va venir de 200, on parle en 200 à faire. Mais à l'air là, vraiment, 200 là, ça ne peut pas nous arranger. Nous-mêmes, c'est conducteur, mais ça ne peut pas nous arranger. Imaginez voir quelqu'un, le tout l'argent c'est 500. Elle prend matin 200 pour aller en marché. Marché là, c'est pas bon, elle retourne 200. 500, elle reste comme 100 francs. 100 francs, ça ne va pas faire ni rien. Donc maintenant, à cause de Dieu qu'on laisse 150 pour un moment. Pour le président du syndicat national des conducteurs de tricycles des Hauts-Bassins, Tidiane Kologo, ceux qui parlent d'augmentation du prix ne font pas partie du syndicat et ils ne se reconnaissent pas dans les faits, car pour lui, le tricycle est fait pour le transport de marchandises. Par rapport à ça, moi, je peux répondre à cette question-là. Vous savez que dans les normes, le tricycle ne doit pas transporter les personnes. Ce que nous peut fixer le prix, c'est les tonnes de ciment et puis sacs de riz, puis sacs de maïs. Parce qu'on doit prendre des choses, de bois, tout ça là. Sinon, par rapport au transport des personnes, là, normalement, si tu peux transporter les personnes, ce n'est pas les tricycles là. Mais un tricycle conforme peut transporter les personnes. Si tu revendiques leurs revendications, ce que moi je peux répondre, c'est l'individu. Ce n'est pas membre de syndicat. Voilà. Notre membre, on ne peut pas. C'est aussi le riz, faire les choses revendiquer.
ce que n'a pas norme de la loi. Qu'à cela ne tienne, les acteurs sont divisés dans cette polémique d'augmentation du prix de la course en tricycle. Rappelons que ce moyen roulant est conçu pour le transport de marchandises. On referme donc la page société de ce JDS. On en ouvre une autre, comme on fait de ce journal dimanche au soir, et c'est le culture. Et je reçois dans la partie culture de ce JDS, ZS. ZS, le visage qui n'est plus à présenter. Reggaeman, et qui nous sort à chaque fois ce à quoi on ne s'attend pas forcément, des thématiques qui sont abordées à la façon ZS. Avant de te demander comment tu vas, je pense que tu nous as donné la réponse, c'est pas ce qu'un artiste donne pour dire qu'il est présent. On va se permettre, d'abord bonsoir. Bonsoir. On va se permettre de regarder Face de Bouc. Mais tu vas aller chercher ça aux ZS. Face de Bouc, un titre pareil. On regarde et puis on revient. La première pierre. Je suis timide, j'ai peur d'affronter, alors je tente ma chance sur les réseaux. Parce que sur mon clavier, derrière mon écran, ça diminue la douleur du poteau. Fini à faire de photos, c'est pas magie. Si tu es né boubou, dis ça boubou. Parce qu'aujourd'hui, y a que les tournevis, pince et marteau pour bouger les bouts. On peut écouter ça jusqu'à la fin. Hein? On peut écouter ça jusqu'à la fin. ZS, comment vous allez? Moi, je suis en forme. Je rends grâce. Je suis super bien. Et surtout quand je suis avec toi. C'était un plaisir en tout cas de t'avoir à chaque fois. Face de Bouc, ça sort d'où? On dirait une injure. Non, en fait, la problématique des réseaux sociaux est très sérieuse. Et bon, moi je suis plutôt satire sociale. Comment est-ce qu'on fait pour poser un problème de société aussi sérieux, mais tout en ne heurtant pas les sensibilités des gens? Et puis de toute façon, par expérience, je sais que quand tu viens pour passer pour les donneurs de leçons en général, ça marche pas trop bien. Donc il fallait enrober la pilule pour qu'elle passe. Donc derrière, ce que j'appellerais moi une sorte de métaphore, un peu comme le mythe de la caverne, comme je disais, il fallait trouver le truc pour faire rire les gens. Mais en même temps, j'ai presque envie de dire que c'est une chanson très politique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'homme politique qui ne fasse un choix sans tenir compte de ce qui se passe sur les réseaux. Or, les réseaux sociaux, je dis, c'est comme l'argent pour moi. C'est un formidable outil. Tout dépend de la manière dont on l'utilise. Et donc, ça rend service. Mais comme l'argent d'ailleurs, c'est pour ça, on pourrait prendre l'expression consacrée, l'argent c'est un bon serviteur, c'est un mauvais maître. Donc les réseaux sociaux ont divisé des couples, les réseaux sociaux ont même provoqué des soulèvements au niveau politique, des soulèvements sociaux, etc. Les réseaux sociaux ont entraîné des suicides, y compris même
chez la frange la plus jeune de la société, les élèves et tout. Donc franchement, et d'ailleurs même sur le prochain album, il y a 2 chansons sur celle-là, vient avec un peu de drôlerie, on va dire, mais il y a une autre chanson qui est un peu plus dure que ça, encore sur les réseaux sociaux. C'est pour dire que c'est vrai, l'ère des réseaux sociaux, c'est cool, c'est super, ça peut être marrant, mais en même temps, franchement, il y a des moments où je suis même déstabilisé, j'ai des moments de doute, je me dis, entre ce que ça nous apporte et ce que ça nous prend, bon, je ne saurais être tranché, voilà. Quand on écoute un peu, on a l'impression que ce que vous mettez en avant, ce que vous mettez sur la table, c'est pas seulement la fausseté des gens, mais c'est presque l'obligation d'une société de ne pas se montrer comme elle est. C'est ça. Mais là, tu touches du bois à la chose. C'est, bon, chez nos voisins, on dirait VI. Voilà. Vendeurs d'illusions. Voilà, des vendeurs d'illusions. Et c'est triste parce que, donc, entre la vie réelle des gens et la vie virtuelle, entre guillemets, il y a même une identité virtuelle. Et je vais jusqu'à aujourd'hui pour dire, il y a 10 ans, je disais que, il y a certains DRH, je vais le répéter, la répétition est pédagogique. N'oublie pas que je suis passé par le tableau aussi. et donc, il y a certains DRH aujourd'hui, après, comment on appelle ça, après le test, après les auditions, ils n'hésitent pas à faire, comment on appelle ça là, un tour sur votre page par exemple, Facebook, et j'ai presque envie de dire, dis-moi ce que tu partages, et je dirais si tu peux bosser avec moi. Donc c'est vraiment hyper sérieux. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il fallait que je trouve, mais à la limite, ce sont les filles qui ont le plus joué le jeu. Elles ont partagé, elles ont fait des TikTok, elles ont compris ce que je veux dire derrière. Et je trouve qu'il y a des gens qui sont en souffrance parce que cette envie folle, cette volonté farouche de paraître le plus beau, la plus belle, le plus riche, machin et tout, je trouve que c'est quand même une contradiction humainement qui est assez difficile à gérer, quoi. Voilà. Il y a la thématique. Elle est très intéressante. Vous posez de façon satirique des sujets sérieux. Vous les abordez comme ça, mais vous y mettez la manière. Il y a le clip. Ah, la couleur. Elle est bien chaude. Mais je remercie au passage toute la bonne volonté, aussi bien technique et tout ça là qui ont travaillé là-dessus. Le clip a été réalisé. En fait, en plus, ça prouve que je tombe pas dans le jeunisme, mais j'adore travailler. Je me mets tout le temps, je suis en studio avec les jeunes. Ils sont tout le temps en train de déconner. Même l'un de moi, j'envoie une petite pique là, Smarty, hein, parce que lui, il commence à devenir old school aussi. Mais on est en général tout là, l'Imachel, tous les jeunes que vous connaissez là. D'ailleurs, on a des projets ensemble. C'est pour ça que je suis très éclectique. Je bloque pas en fait, mais j'aime bien les jeunes qui travaillent et ça a été composé, la musique a été faite par Junior, je crois qu'à peine la trentaine, et toutes les parties prenantes enregistrées en live à Ouagadougou, toutes les parties prenantes de cette chanson là, ben c'est des jeunes quoi, et c'est super cool, et évidemment ils se plaisent à être à moi parce qu'il y a une transmission aussi générationnelle qui se fait, et donc voilà, c'est techniquement aussi, je m'excuse auprès des puristes, c'est que je suis d'ailleurs, on a un peu tordu le coup au code classique du reggae, en ajoutant des sons, et ça je fais un petit coucou à Pissi, on a ajouté des sons de ce qu'ils appellent aujourd'hui, les jeunes appellent Amapiano, apparemment ce serait un son venu d'Afrique du Sud, je connais que dalle, mais on a fait un mix de roots et de modernité, de bruitage et tout ça là. Bon, assez sympa, et je pense que quand même c'est l'une des chansons en ce moment qui tourne le plus. Et justement, c'est vrai que là, vous cassez les codes, on a presque l'impression que vous vous amusez dedans. Oui, quand vous commencez à faire les choses, c'est ça j'ai dit, il ne faut pas agresser les gens, quand vous commencez à faire les choses, en disant, ouais, il faut que ça marche, non, moi je fais ça presque en dilettante, donc vraiment avec beaucoup de recul, avec beaucoup de circonspection, je fais ça comme ça pour m'amuser, on est au studio, on se marre, on essaie les phrases, sans se prendre la tête quoi, la tête, et on se met à la place de celle ou celui qui écoute ça évidemment, et pour te dire, quand vous écrivez une chanson, ça c'est une astuce. Vous visez un effet évidemment, parce que sinon c'est aussi le but de l'exercice. Soit vous énervez les gens, on en parle, soit vous faites pleurer les gens, on en parle, ou alors vous faites rire les gens. Et moi, j'ai choisi de faire rire les gens. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont traité la question de l'immigration
Mais moi, quand j'ai fait mon refrain, Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie, ça a été le monde entier. Quand je dis ça a été le monde entier, jusqu'en Russie, par exemple. Voilà, pour être dans l'air du temps. D'accord. Moi, il y a la petite guitare qui est grattée au début là. Oui. Ah ouais, ça va parler. Ah ouais, non mais c'est François. Je fais un petit coucou après. Voilà, un petit clin d'œil. C'est un petit riff là qui fait un clin d'œil à la musique un peu mandingue. Voilà, c'est ça. Voilà. Et le choix, c'est quoi? Enregistrer en live? Non, j'enregistre toujours en live. Ça fait des années ça. C'est-à-dire que basse, batterie, guitare, clavier, c'est enregistré en live. D'ailleurs, avec l'un des plus grands ingénieurs aujourd'hui. Tout le monde se dispute, M. Eliezer Oubda, parce que parfois aussi il faut rendre hommage aux gens, quoi. C'est hyper important. Je pense qu'on lui a consacré parfois des reportages. Et quand on a une valeur sûre comme ça, une ressource humaine comme ça, chez nous, il faut en parler, il faut mettre ça en avant. Donc oui, tout a été entièrement fait à Ouaga. C'est juste le clip qui a été filmé à Ouaga et monté au Togo par Yos d'ailleurs. Et tous des jeunes qui sont là, auxquels vous faites confiance. Voilà, qui me font confiance et qui se placent à être... Souvent, je suis là, le téléphone va sonner, Pissi ou Limachel ou qui encore. Et moi, mais écoutez, appelez le vieux père, parce que quand on est avec le vieux père, on apprend beaucoup de choses. Et eux aussi, ils m'apprennent énormément de choses. Donc c'est pour ça, souvent même, ils se moquent de moi, hein, parce que je ne sais pas, moi, les tics, c'est pas trop mon truc. Et surtout que je m'en méfie un tout petit peu, les tics, là, toutes ces technologies-là. Mais bon, c'est ça, ce n'est pas plus que ça. Je suis complètement dans mon rôle, qui est celui de transmettre son expérience. Et puis je suis avec ces jeunes-là aussi qui m'apportent autant. Et je trouve que c'est fabuleux. Je suis comblé. Moi, je suis heureux en ce moment. Voilà. Quand on dit ZD, c'est vrai, c'est du reggae. Pour celui qui en est puriste ou qui en est amoureux, il trouve ses codes. Mais vous vous amusez encore là-dedans en les cassant. Je les casse et parfois je me lève et puis je fais une chanson comme oh la musique. On dit mais attends, c'est de la musique traditionnelle, c'est ça. Smoke me dit quand t'attends en automne, il faut sortir, c'est pas mon printemps, un truc. Voilà, c'est ça. Et puis pour éviter de tomber dans... Parce que ce métier-là aussi, c'est ça, hein, c'est comment tu dures dans le temps. Si. Parce que on a tellement connu des gens qui ont fait un succès pendant 3 mois, 6 mois ou peut-être une année ou 6 un album et puis ils ont disparu. Donc oui, moi je salue tous mes promotionnaires, je veux dire mon grand frère Wango Roger, mes Amiti, mais tous ceux-là qui sont là, Talmouta, ils sont toujours dans le game, et c'est pas évident. Parce que, comme pour reprendre l'expression de mon petit frère Marius Djessongo, il y a beaucoup de fast-food aussi. Surtout que c'est facile aujourd'hui. Et moi, souvent, je rentre en studio, j'ai l'impression d'être l'homme du Cro-Magnon, quoi, du Néandertal. Parce que je comprends rien, ça va tellement vite. J'ai l'impression que je vois que j'ai jamais mis tellement de solutions nouvelles, de facilité. Des solutions de facilité, des nouvelles machines. Waouh! Et donc, du coup, on peut être ça très facilement aujourd'hui. Après, maintenant, ça dépend de ce qu'on met derrière le mot star. Moi, j'ai juste envie d'être un artiste. Voilà, j'ai juste envie d'être un artiste. Et vous nous faites un coup dans cette chanson-là, parce qu'il y a une petite phrase, moi ça ne m'a pas échappé, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est une chose qui écoutons, nous sommes dedans. Non, une fois de plus. Monsieur va, il faut tout le temps qu'il me cherche de coups. Et en plus c'est en fond. Hein. Non. Je pensais que ça passerait inaperçu. Voilà, merci pour la vigilance. Non, ce que je vais dire... Et le monsieur qui est là, qui m'écoute, et toutes ces jeunes dames, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas misogyne. Voilà, je ne suis pas misogyne, mais entre nous, entre hommes, quand même, le coucou, comment ça va? Je pense que, en toute humilité, on l'a tous déjà fait au moins une fois. Ça, c'est clair. Voilà. Celui qui est assis dans son fauteuil là-bas, qui est en train de se marrer, qui dit qu'il y a un fou qui lui parle là, je suis sûr qu'il l'a déjà fait. Et celle qui m'écoute, elle a déjà reçu un message. Ah, coucou, comment tu vas, machin. Voilà. C'est juste ça. Dans le clip, qui a eu l'idée de faire porter une perruque à ce bouc-là? Ouais, ça c'est un truc un peu fou. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, c'est un truc de fou de moi. Évidemment, on peut pas. Voilà quoi. C'est une petite folie que je me suis offerte. Donc c'est tout ça là pour faire en sorte que les gens rigolent, mais en même temps que les gens prennent compte. Et il y a une adresse particulière aussi aux jeunes filles parfois. Hein. Et soyez naturels. C'est ce que j'ai dit à la fin de la chanson, soyez naturels, parce que même si on suppose que les gens draguent, on parle truchement des réseaux sociaux, mais on attend de vous que vous soyez le plus naturel possible. Parce que comme je l'ai dit, on va vous draguer parce que vous êtes belle,
comme la voiture, la carrosserie. Mais on va vous épouser parce que vous avez les options. Et c'est les autres arguments. Ça, c'est les autres arguments. Et ça, c'est le comportement. Évidemment. Donc voilà, be yourself. Et je n'ai pas dit make noise, j'ai dit be yourself. On n'a qu'à s'entendre. D'accord. Vous dites ça participe d'un projet, un prochain album. Oui, il y a 12 chansons. J'ai 12 chansons. C'est vrai que pendant le temps du coronavirus, la fameuse, moi jusqu'à présent, je continue à croire que c'est une arnaque, mais bon, ça, voilà, peut-être qu'on me dira, on me taxera de complotiste, mais bon, j'assume pleinement parce qu'il y a beaucoup de noms d'ici cette affaire de coronavirus, mais j'ai pas envie de m'attirer le foudre des gens. En tout cas, les boîtes pharmaceutiques se sont bien frotté les mains. Voilà. Et donc j'avais fait une apparition dans une chanson qu'on appelle Résilience africaine, et puis j'avais réadapté la musique. Mais voilà, donc c'était ma petite, quand j'étais en fonction de l'autre côté, au Sénasa, donc c'était ma petite participation à la prise de... Bon, voilà, on en avait fait des thèmes de chansons. Mais il y a 12 chansons qui sont calées et à peine ai-je fini de mettre les 12 chansons en boîte que depuis 2 jours, je traîne encore en studio en train de faire une titre où j'invite... les gens vont être morts encore de rire et j'invite des gens... Le concept, c'est 3 générations. Okay. Moi, ceux qui viennent après moi et ceux qui viennent après ceux-là. On va bien rigoler. Parce que, comme je l'ai dit, la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Si. C'est très important. Et tu suis mon regard. Parce que je pense que c'est l'indicateur qui montre que l'encéphalogramme n'est pas plat et qu'il y a quelque chose toujours, il y a de la vie dans le pays. Si on ne peut plus écouter de musique, on ne peut plus aller au théâtre, on ne peut plus, parce que tout cela, ces forces obscures dont j'ai parlé dans Les Barbus, c'est aussi l'objectif, c'est parce que c'est une guerre aussi des valeurs. Il nous empêche d'avoir une certaine façon de vivre. Voilà. C'est un peu, à la limite même, je vais être un peu dur, c'est quasi une guerre de civilisation. Voilà. Parce que d'autres valeurs contre d'autres valeurs. Après, bon, moi j'assume mon propos. La culture au centre de tout ça. Et si on ne peut plus rire, c'est que c'est la fin des haricots. C'est la fin. C'est bien de dire, la culture qui est au centre et qui nous permet aussi, quoi qu'on dise, d'être à un certain front dans ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Ça, c'est très important. Mais évidemment, parce que vous savez, moi je trouve les Américains ils sont terribles pour ça. Ils ont fait ça à l'envers à tout le monde avec la culture. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a le coca. Excusez-moi pour la pub, mais voilà. Et il y a le rap. Et vous dansez le rap en buvant. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc c'est pour vous dire que la culture est un cheval de Troie. C'est par là qu'on peut vous avoir. Donc on vous envoie ça, et pendant que vous êtes dedans, vous consommez autre chose. Donc quelqu'un une lumière, un prophète, je ne sais pas, disait que la culture c'était vraiment la forme de domination la plus efficace, quoi. Elle ne coûte rien, mais vous fait très 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 mal, même plus que des balles, Un outil aussi du soft power. On a une actualité, on parle de culture, on sait que récemment il y a ce qui est tombé dans les relations de coopération culturelle entre la France et des pays comme le Burkina, le Niger, le Mali. Vous sortez beaucoup. Vous savez un peu ce que c'est les scènes ailleurs, quand on est appelé. Et lorsqu'on dit maintenant à certains organisateurs de spectacles du côté de la France, c'est pas la peine d'inviter ceux du Niger, du Burkina et du Mali. On sait qu'il y a des problèmes de visa et tout. C'est à ne rien comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas un genre de glissement? Ou bien c'est aussi logique, quoi qu'on dise, au regard des rapports que nous avons. Comment l'artiste que vous êtes lisez cette actualité? Je vis très mal. Je trouve que, pour reprendre ton expression, il y a eu un glissement quand même. Je pense qu'il y a manqué un peu de finesse de la part de Macron, à qui on peut reprocher beaucoup de choses. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on n'a pas créé aussi, parce que moi il y a un discours ambiant qui me perturbe beaucoup, c'est parfois j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il y a un discours déresponsabilisant qui est ambiant, qui fait que voilà, on se lave la main, l'enfer c'est les autres, comme le disait Jean-Paul Sartre, voilà, tout le problème c'est les autres. Donc je trouve qu'au niveau de la communication, il y a eu un glissement de la part des autorités françaises, parce que c'est quand même, quoi qu'on dise, c'est quand même un pays de culture. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'est vendu dans le monde.
Et même pratiquement, je sais de quoi je parle, parce que j'y ai été pour faire plusieurs fois des spectacles. Et aujourd'hui, parce que même, ils sont quand même grands partenaires de la francophonie, etc. etc. Et quand tu vois toutes les possibilités qu'on donne, les billets d'avion, machin, les subventions, machin, comme ça, et j'apprends par un de mes petits que tout ça là, c'est coupé. Je me dis une fois de plus, c'est les artistes qui doivent payer. On est déjà dans une situation précaire. Ici, parce qu'une fois de plus, on a besoin de la culture, mais quand ça ne va pas, les premiers à payer, c'est les artistes. Vous pouvez préparer un concert, voilà, machin, vous avez mis toutes vos billes dedans, et paf, il y a un souci, on vous dit, on déclare quelque chose, c'est fini. Les spectacles ne sont pas assurés. Vous ne pouvez plus vous déplacer. Les scènes sont réduites à une portion vraiment... Voilà quoi. Voilà. Et donc, moi je dis ça encore en plus, parce que ceux qui avaient la possibilité de temps en temps d'aller chercher quand même voilà, le beefsteak à l'étranger, là ils se retrouvent un peu le bec dans l'eau. Et ça, je trouve que c'est pas... Bon, alors... Je ne maîtrise pas, parce qu'au niveau de la France, au niveau de Macron, dans un premier temps, on a cru comprendre que... C'est pour ça qu'on est dans une situation abracadabratesque. J'ai eu l'impression que voilà, c'est fini les visas pour les artistes. Et puis après, il y a un rétro-pédalage qui dit non, mais finalement, non, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est juste qu'on n'a plus accès aux ambassades pour délivrer les visas. J'avoue que j'y perds mon latin, je comprends rien dans ça. Mais tout ça, c'est qu'une fois de plus, c'est les politiques qui dictent la chose, et c'est nous qui payons. C'est dommage. C'est vrai que là-dessus, il y a une erreur communicationnelle. Il y a une erreur, que la France tente de rattraper, mais derrière aussi, je pense que la question de résilience, même dans le domaine culturel, la question du développement autocentré, ça se pose aussi en culture, où on doit commencer à se créer notre écosystème qui nous permette de façon autocentrée de nous en sortir. Même quand on regarde, vous avez été directeur de Sénasa, regardez dans la plupart de nos capitales, c'est les centres culturels français ou quoi, c'est ces salles-là qui sont offertes, où vous voyez nos gens tourner, et ça devient un peu compliqué, on est beaucoup fort dépendant de ces éléments-là. Je pense que ça pose aussi le problème de l'offre autocentrée que nous devrions avoir. Mais justement, d'où la question de la déresponsabilisation et de faux fuyants auxquels on assiste parfois dans les pays africains. Moi, ça me m'horripile au plus haut point. Ça le donne vraiment de me... voilà. Parce que, je l'ai dit, l'un n'exclut pas l'autre. Certes, il y a les centres, il y a les instituts, mais qu'est-ce que nous on fait derrière? C'est pour ça que je parle de discours déresponsabilisants. Qu'est-ce que nous on fait derrière? C'est-à-dire, moi, j'ai toujours milité pour qu'il y ait l'équivalent par exemple de Sénasa dans les 13 régions, ne serait-ce que dans les régions. Mais c'est pareil dans les autres pays. Et donc, quelles sont les possibilités, qu'on offre aux artistes en termes d'espace d'expression? C'est quasi, ça n'existe pas. Donc, le créateur que je suis, qu'est-ce qu'il demande? Parfois même, c'est même pas de l'argent qu'on demande. On veut juste des espaces qu'on appelle des espaces de diffusion. Une fois que j'ai fait ma pièce de théâtre, une fois que j'ai fait ma sculpture, où est-ce que je vais l'exposer? Ben, s'il n'y en a pas, malheureusement, faut pas en vouloir. On ne peut pas en vouloir aux autres d'exister. Hein? Voilà. Peut-être qu'il y a un double discours qui consiste en Afrique de façon générale à dire la culture c'est important, mais que dans les faits, quand tu vois les budgets des différents ministères de culture en Afrique, bah, on est quand même les derniers de la classe. Mais ça fait face de bouc quand même. Hein. La relation est vite. Mais sinon, c'est très sérieux. Et par contre, vous avez des pays qui ne discutent pas sur la question. C'est-à-dire qu'il y a le GATT, vous connaissez, il y a un certain nombre de traités, y compris même au sein de l'Union européenne. On ne discute pas sur les questions, on ne s'amuse pas avec les questions de culture et d'agriculture. Voilà, on ne s'amuse pas avec ça. C'est parce que c'est l'identité des gens. Voilà, parce que même l'art culinaire, parce que la preuve, ici on est arrimé, hein, c'est hôtellerie, culture, tourisme et tout ça. Donc c'est des points importants, parce que ça participe même de la stabilisation au niveau mental même, comme dit, voilà. Évidemment. Et puis qu'on fasse pas face de bouc, c'est-à-dire qu'on ne présente pas les choses, et alors que dans le fond c'est autre chose. Ça, c'est important sur la question de la culture. Moi je trouve qu'il y a une grosse arnaque intellectuelle autour de ça. Parce que moi cette histoire je suis même pas certain qu'on ait 1% du budget. Alors on me dit oui, moi je vais bien, il y a des urgences, ça je dis pas non. Ça c'est clair que bon. Moi, je te parle dans un contexte normal. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait face à des défis sécuritaires, etc. Ça, c'est autre chose. Donc, on pourrait dire qu'il y a une excuse qui tient la route.
Mais de façon générale, et de tout le temps, c'est 0,0. Je fais, bon, voilà quoi. C'est 0 avec plein de chiffres avant le truc. Et moi, à un certain moment, ben, si vous n'appréciez pas la chose à sa juste valeur, ben, c'est les autres qui vont prendre. C'est comme pour le sport. Moi, je viens, juste avant de rentrer ici, je vis un stade où les joueurs, je ne sais pas si c'est les coulisses ou bien quoi. Le truc, mais on dirait une grotte. Je viens de voir ça, je crois que ça se passe de l'autre côté. Après maintenant, nous tous on est contents d'avoir mon parent Zango qui fait des merveilles et c'est tout à son honneur. En attendant où il s'entraîne. Voilà. Ça, ce sont aussi des réalités. Réalités. Pour revenir à Face de Bouc, il y a un bon engouement, vous avez un très bon retour. Parce que pour moi, c'était pas gagné d'avance. Parce qu'après presque 7 ans à la tête d'une institution comme le Sénasa, que j'ai pris plaisir d'ailleurs à servir, et je pense que ça a été une formidable aventure humaine. J'ai plus pas pris même que reçu. Donc là, revenir après autant d'années d'absence, c'était pas gagné d'avance. Donc évidemment, on a un peu la peur au ventre. On se dit, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que si ça se passe pas comme on a envie, est-ce que ça sonne pas le glas? Est-ce que ça, voilà, c'est pas la fin de la fin? Si. Et là, j'avais 2 choix entre 2 chansons. Tout le monde voulait que je fasse l'autre chanson. Et je fais un coucou à mon frère, à mon ami Papi Zongo. Et moi, je dis, il y a quelque chose. Je sentais le truc, quoi. Je dis, c'est vrai, l'autre chanson n'est pas mal, mais celle-là, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que c'est celle-là qu'il fallait. Voilà, et puis il y a quand même une façon de faire des trucs, c'est de faire écouter ça à plusieurs personnes, c'est une stratégie. Bon, voilà. Et puis j'ai vu qu'il y a un peu l'unanimité s'est dégagée au fur et à mesure des écoutes autour de cette chanson-là. Je me suis dit, allez, on y va, on se jette à l'eau, et puis de toute façon, ça marche. Et puis depuis quelques jours, le bon retour en tout cas. Et puis là, voilà, il y a que partout, je pense que permets-moi de m'auto-promouvoir. Je pense qu'après la bourrasque, après le tsunami, comme on appelle ça, Aïcha Tremblay, je pense que Face de Bouc est en ce moment là en train de s'installer lentement et sûrement. Voilà. En tout cas, merci. Et on espère que pour le prochain aussi album, on aura ZS ici. Mais c'est toujours mais vraiment, par contre, j'ai moyennement apprécié la petite pique là sur le début de la chanson. J'ai tellement espéré que tu t'en aperçoives, que tu t'en Non, mais j'ai écouté ça plein de fois. En tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir. Ça a été un véritable plaisir. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture. Et puis allez-y. Et puis moi, je suis optimiste. Voilà, je suis un peu euphorique en ce moment. Je vois, voilà quoi, tu vois, je vois. Ça n'a rien à voir avec le noir. Hein. Non, je ne bois pas du noir. Bien au contraire. Je vois tout en couleur en ce moment. Voilà. D'accord. En tout cas, merci. ZS qu'on a reçu dans la partie culture de ce JDS, c'est toujours un plaisir. Nous, on va poursuivre ce JDS et c'est la dernière rubrique que nous allons emboîter à présent, c'est la partie sport. Championnat national Ligue 1, 3e journée, il y a eu un face-à-face ce soir même, Salitas Sonabel. Il faut dire que la rencontre s'est achevée sur un score nul d'1 but partout. Salitas a scoré à la 30e minute, à la première mi-temps. Il a fallu les temps additionnels de la première mi-temps pour voir la Sonabel revenir donc. Et le score n'a pas évolué jusqu'à la fin donc du temps imparti. Assami Tientoré qui nous propose donc ces images. Bon, avec Fair Play, c'est un championnat. Salitas aussi, c'est pas une petite équipe. Voilà, nous sommes en construction. Bon, c'est vrai que c'était pas notre objectif. On venait chercher les 3 points ce soir. On a tombé sur une équipe qui était bien organisée, qui ont perturbé un peu nos plans. Parce que c'est pas ce qu'on a vu la semaine dernière. Bon, ils nous ont eu et on a encaissé un but un peu très tôt, ce qui a un peu déjoué notre système de jeu. Mais heureusement, à la mi-temps, on a essayé de remonter les jeunes gens et on a essayé d'équilibrer le match. Voilà, je peux dire que c'est bon, un point, c'est bon pour nous. C'est le début du championnat. Et je pense qu'il y a encore du travail à faire et on retournera travailler. Ouais, bon, je dirais qu'il y avait de la place pour gagner, mais les dieux du foot n'ont pas été avec nous. Mais malheureusement que nos plans aussi n'ont pas vraiment fonctionné comme on voulait. Non, pas du tout. Sur 3 matchs, je pense qu'on aurait pu quand même avoir 3 points aujourd'hui pour pouvoir un peu relancer notre championnat. Mais bon, on ne peut que l'accepter, c'est le football, c'est un championnat, c'est la 3e journée. Je pense qu'on va se concentrer sur les matchs futurs pour voir ce que ça va donner.
Bon, je dirais que c'est la crispation. Hein. Les joueurs ne sont pas encore vraiment rentrés dans le championnat. Ils sont encore un peu crispés, un peu pressés. Je me dis qu'on va essayer de travailler à leur donner plus de calme, plus de sérénité dans le jeu. Retour sur ce plateau, nous le disions en titre, nous allons parler cyclisme pour ce qui est de la dernière ligne droite de ce rendez-vous-là. C'est vrai que tout à l'heure vous aviez droit à la Ligue 1 avec Sonabel Salitas. Il faut dire que après l'édition avortée 2022 en raison de la situation sécuritaire, le Tour du Faso se tiendra cette année, en tout cas sur le dernier point de presse qu'on avait eu, du 26 octobre au 5 novembre. Le comité national d'organisation avait été officiellement donc installé par le premier responsable du département en charge des sports, Boubacar Sabalogo, et ce comité national d'organisation a été présidé par Amédée Béréoudougou, qui est par ailleurs le président de la Fédération burkinabé de cyclisme. Parlons justement des préparatifs de ce grand rendez-vous du vélo, du cyclisme au Burkina Faso, cette fois avec monsieur Issoufou Savadogo, qui est sur ce plateau avec moi. Il est le secrétaire général de la Fédération burkinabé de cyclisme. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. On sait que, comme je le disais tout à l'heure, on attendait pour 2022. Ça n'a pas pu se faire. Les raisons, elles sont connues. Il n'y a pas besoin d'expliquer ça tant au Burkinabé. Quand on parle de notre Tour du Faso, c'est pas dans Ouaga, c'est pas dans Bobo du Lasso. Il faut traverser les différentes régions et on connaît la situation sécuritaire qui prévalait en son temps. Et on a eu donc la dizaine de commissions là qui a été installée et qui ont été donc mises sur place pour la 34e édition du Tour du Faso. Comment, et ça c'est la question principale, comment se passent les préparatifs? Ok, merci bien. C'est donc le Tour se prépare très bien. Merci. On a déjà lancé les différentes fédérations et actuellement nous avons 9 pays qui se sont déjà annoncés. Okay. Donc on attend la réponse de 4 autres pays, à savoir l'Afrique du Sud, l'Érythrée, la Guinée et le Sénégal. Comment ça se passe habituellement? C'est des pays qui sont invités mais qui manifestent leur envie de participer. Comment ça se passe? Bon, il y a une invitation obligatoire pour les 3 meilleurs pays africains. D'accord. Et cette année, nous avons l'Érythrée, le Maroc et l'Afrique du Sud. Ils sont d'office invités. Et les autres aussi, on lance l'invitation. Et selon la réponse des uns et des autres, maintenant il y aura un petit comité qui va s'asseoir pour statuer là-dessus, afin maintenant de pouvoir arrêter la liste définitive pour envoyer officiellement les invitations. Si j'ai bien compris, c'est pour les 3 dont l'invitation est obligatoire parce qu'ils sont les meilleurs. C'est l'Afrique du Sud dont on attend la confirmation. Affirmatif. Donc les 2 autres, c'est déjà bon. Oui. Donc c'est déjà parfait à savoir. Et justement, quand on parle de ce tour-là, pour cette 34e édition, la préoccupation de l'année dernière, elle perdure. Donc, côté sécurité du peloton et de la caravane, aujourd'hui, comment est-ce que vous l'abordez? Comment le comité d'organisation l'aborde? Bon, vous savez, avec les différentes commissions, chaque commission s'active vraiment à la réussite de ce tour. Et le plus grand boulot est destiné à la commission de sécurité. Comme au Tour 2021, tous les moyens ont été mis à sa disposition pour la réussite du tour, notamment pour la sécurité de la caravane et des différents techniciens. Et j'espère que cette année aussi, ça serait la même chose. D'accord. Et parlons maintenant du parcours, parce que souvent aussi c'est ça qui est attendu. On se dit qu'on ne pourra pas passer partout, ça au moins c'est clair. Il y aura peut-être de légers changements. On parle de 1207,8 km. Comment c'est organisé tout ça? Bon, on aura toujours les 10 étapes. D'accord. Et on va traverser 7 régions sur les 13. Il y aura la région du centre, la région du centre-sud, la région du plateau central, la région du centre-ouest, la région de la boucle du Mouhoun, la région des Hauts-Bassins. D'accord. Justement, et quelles sont les innovations? Parce qu'à chaque Tour du Faso, on tente toujours des améliorations, on tente aussi des innovations. Quelles sont celles pour cette 34e édition? Bon, pour cette 34e édition, l'innovation, ça serait les 2 étapes à parcours.
notamment la 3e étape à Ouagadougou, où on aura à compétir sur place à travers les athlètes de la ville de Ouagadougou. À Bobo également, c'est la même chose. Mais il y aura quelque chose de particulier parce qu'on voyait habituellement aussi la course se fait dans Ouaga. Qu'est-ce qu'il aura de différent? Bon, la différence est que au Ouagadougou, on a l'habitude de faire la finale. Si. Ouais, mais ça serait carrément une course sur place comme ce qu'on fait sur Charles de Gaulle. Ah, d'accord. Voilà, donc il y aura un parcours à l'intérieur même de la ville. Sur un circuit de près de 17 km à parcourir. Donc il y aura vraiment de l'engouement et les gens auront à voir les cyclistes. Les gens pourront sortir donc voir. Et quand on regarde, il y avait aussi, je me rappelle lors du point de presse du ministre des Sports, il avait dit qu'il y avait sur le plan structurel aussi quand même quelques éléments à faire. Il avait parlé de la relecture très prochaine d'un décret, c'était 2015-805, du 14 juillet 2015, portant création, organisation et fonctionnement d'une course cycliste internationale pour combler le vide juridique dû à la spécificité même du Tour du Faso. Ça, c'était une annonce. Aujourd'hui, on en est où? Bon, je pense que tout est fin prêt. Oui. Effectivement, on a eu à plancher là-dessus. On a fait plusieurs travaux et le travail final a été fait. Et je pense que d'ici là, il serait en fonction. D'accord. Mais qu'est-ce qui avait manqué? Parce qu'on parlait d'un vide juridique. Bon, nous, on n'est pas trop des profanes dans ce qui est la spécificité du Tour du Faso. Qu'est-ce qui constituait ce vide-là? Parce que vous savez que sur le plan national, par rapport aux organisations de ce genre, il y a des commissions à mettre en place. Et chaque commission doit avoir un certain nombre de membres. Alors que dans le cyclisme, c'est une spécificité pas comme les autres. Parce que nous, il y a plusieurs commissions qui rentrent en ligne de compte, plus que ce qui est arrêté par le gouvernement. Donc par rapport à ça, selon les instructions de l'Union cycliste internationale, ce sont des commissions qu'on ne peut pas s'en passer. Et il y a d'autres commissions, par exemple on dit qu'une commission ne peut pas dépasser 16 personnes, alors que si vous prenez par exemple la commission technique ne peut pas travailler avec 16 personnes, c'est au moins jusqu'à une cinquantaine de personnes. Donc par rapport à tout ça, et par rapport aux documents officiels, c'est tout un problème. Donc c'est au vu de tout ça que le ministre a dit de régler tous ces problèmes-là pour enfin combler le vide juridique. D'accord, on le comprend. Et puis il y a aussi la question du guide, le guide de l'organisation du Tour du Faso qui a été élaboré, nous avait-on dit, le sujet de bien terminer le tour. Et le ministre avait précisé sans dette. Vous auriez parce que ça aussi c'est un élément majeur. Ce guide. Oui, le guide aussi est terminé et je pense que c'est ce guide-là qui serait en vigueur pour le tour de cette année. Mais il avait précisé sans dette. Il y a des tours qui se terminent avec des comme on appelle ça, la douleur financière. Oui, mais vous savez que par exemple les différents sponsors, les sponsors ne donnent pas à 100% leur budget. Donc ils donnent un certain pourcentage et c'est à la fin du tour qu'il faut maintenant payer le reste. Donc ce temps que les sponsors vont faire pour payer, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas l'argent sur place pour payer tout le monde en attendant cette rentrée-là, c'est ça qui fait que des fois il y a des grincements dedans. Mais avec ce guide, on va l'éviter? Oui, je pense avec ce guide-là, parce que les dépenses sont déjà connues, minimisées, puis tout est calé, je ne pense pas qu'il y aura un problème. D'accord. Il y a l'autre pan qui avait été abordé aussi, c'est les mesures d'accompagnement qui concernent, quoi qu'on dise aussi, la préparation des équipes de cyclisme burkinabé. Parce que c'est vrai qu'on organise, le souhait c'est que ça se passe bien,
qu'il y ait le Burkina qui gagne ou d'autres pays, c'est d'abord un rendez-vous burkinabé, même s'il est international, et puis c'est l'expression d'une résilience. Mais si un Burkinabé gagne dedans, c'est pas mauvais. Et il faut travailler à ce que ça arrive. Mais la réalité, c'est que nos équipes, on a vu, beaucoup dit, bon, on court avec des vélos qui ne sont pas, je ne parlais pas aux normes, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais d'autres ont l'avantage du vélo plus performant et même les conditions d'entraînement, quelquefois, c'est pas ça. Est-ce que cette fois-ci, c'est un élément qui a été réglé? Bon, je pense que à chaque étape, ou du moins à chaque édition du Tour du Faso, il y a la mise au vert toujours des étalons qui se passent. Ils se préparent avant de rentrer dans le vif du sujet. Et je pense que cette année aussi, c'est la même chose. Et cette année, on a eu la chance d'avoir quand même quelques compétitions qui ont permis de, vraiment aux coureurs de se mettre en jambe. On a eu la compétition du président du Comité national olympique et des sports burkinabé. On a eu le tour de la reconquête. Dans la première étape, s'est déroulée à Gawa. La deuxième étape s'est déroulée à Kaya. On est en train d'attaquer la troisième étape. On a eu une course la semaine passée à Saba. Et juste après ça, que les étalons sont partis au Maroc et en Côte d'Ivoire pour les 2 tours. Donc pour vous, il y en a déjà dans les jambes, on a eu des rendez-vous pour se mettre à niveau, ça devrait être bon. Je pense bien. Vous pensez ou bien il y a on a vraiment, vous voyez déjà des noms, vous voyez vous voyez des possibilités importantes. Vous êtes quand même de la Fédé, donc oui, que vous voyez un peu ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que quand on cite c'est Maroc, on sait bien, c'est Afrique du Sud, c'est Érythrée, mais le Burkina peut vraiment faire bonne figure. Ah oui. Le Burkina peut faire bonne figure. Parce que quand les étalons vont rentrer de ces 2 tours-là, et directement ils seront au regroupement. Et je pense que dans le regroupement, il y aura encore d'autres compétitions qui vont les permettre de se mesurer aux autres et de pouvoir entrer maintenant dans le Tour du Faso. D'accord, c'est ce qu'on pourrait donc espérer pour nos étalons. Maintenant, concrètement, tout à l'heure, vous nous disiez, bon, il y en a encore qui n'ont toujours pas répondu. C'est quoi? C'est octobre, hein, quand on parle d'organisation, c'est des éléments qu'on boucle très souvent longtemps à l'avance. Aujourd'hui, quelles sont les marges de manœuvre? Bon, aujourd'hui, nous sommes prêts. On attend seulement que leur réponse, même sans la réponse des 3 ou des 4, on peut déjà lancer les invitations, quitte à maintenant de les repêcher après. D'accord. Oui. C'est un élément possible, hein? Oui. D'accord. Mais quand vous regardez aujourd'hui, est-ce que la destination Burkina, il y a certains qui réchignent au regard de ce qu'on a dit, bon, c'est pas parce qu'il y a toutes les garanties qu'on donne, hein. Vous avez donné tout à l'heure le parcours, c'est des zones qui sont assez maîtrisées, en tout cas pour qu'on ait un Tour du Faso sans heure, c'est des garanties que vous donnez forcément, mais est-ce qu'ils l'entendent? Oui, bien sûr, ils l'entendent, parce que par exemple, si je vois la Belgique qui donne son accord pour venir, je ne pense pas que, en tout cas, ils trouvent qu'il y a un problème à ça. Ils connaissent très bien le Burkina. Ils connaissent vraiment ce que les autorités mettent comme moyen et comme garantie pour la sécurité, pour la réussite de ce tour. Et justement, le fait que ça n'ait pas eu lieu en 2022, ça a quand même un peu plombé. Oui, bon, en 2022, vous savez que le tour est venu juste dans un temps brusque. Et avec le changement de régime, c'était les secrétaires généraux qui étaient chargés de l'expédition des affaires courantes. Si. Voilà. Donc, au niveau de la fédération, on avait déjà réaménagé le parcours du Tour du Faso, qu'on avait déjà soumis à l'ICI, qui avait validé. Bon, malheureusement, on a fait la correspondance pour dire que le tour pouvait se tenir compte tenu de l'aménagement qu'on a eu à faire. Mais malheureusement, on n'a pas été écouté. Comme déjà le CIAO avait déjà été annulé, automatiquement le Tour du Faso aussi a été annulé.
Mais justement, c'est ce que je dis, ça, quelquefois ça pose préjudice parce qu'on se dit, bon, si vous n'avez pas pu faire l'année passée, c'est sûr que c'est pour des questions sécuritaires. Pourquoi cette année, vous pensez que vous êtes plus à même? Je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas au Burkina, c'est un peu plus compliqué. Et bien, va falloir convaincre, c'est ça. Oui, mais bon, on a eu récemment se retrouver pour le congrès de la CAC. On a eu échangé de vive voix avec les différents présidents des autres pays. Dernièrement, au niveau de Glasgow, il y a eu le congrès de l'Union cycliste internationale qui a regroupé près de 132 pays. Et la délégation burkinabé a eu à prendre langue avec ses frères des autres fédérations. Et ils ont eu à faire des exposés. Et vraiment, ça a porté fruit. D'accord. Donc pour la dizaine de commissions qu'on a, parce qu'on a vu l'installation il y a quand même un peu longtemps dans le ministre des Sports, ça veut dire que tout se passe archi bien, vous travaillez en symbiose, parce que le ministre aussi il a un gros portefeuille, hein. J'espère que vous avez le temps de nous voir très souvent. Donc on espère que ce tour du Faso là donc va se faire de la plus belle des manières, avec surtout les garanties que vous nous avez données. En tout cas, merci d'être passé pour nous apporter tous ces éclairages. Je rappelle que nous étions avec vous, monsieur Issoufou Savadogo, il est le secrétaire général de la Fédération burkinabé de cyclisme, et répétez que c'est le président de la Fédération burkinabé de cyclisme qui, avec le ministre, apporte un peu ces choses-là. En tout cas, merci d'être passé. Cela met aussi un point final à ce rendez-vous JDS, ce journal dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. Le programme, lui, se poursuit sur True TV. On vous souhaite donc une bonne suite de programme en espérant vous retrouver en parfaite santé dimanche prochain, et c'est donc notre souhait.